Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de AGN où aujourd'hui nous abordons Berlin by Night. C'est la première fois où l'on va s'aventurer hors des États-Unis à l'exception du supplément World of Darkness. Ça va être assez sport on va dire. On marquera des belles petites illustrations au niveau de la typographie qui renvoient au Bauhaus je suppose et une couverture faite par un nouveau venu chez White Wolf mais qui et pas pourtant un mec qui est très très connu dans le monde du comics, c'est pas George Pratt. George Pratt, c'est vraiment un très 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 grand dessinateur. Il fera une ou deux illustrations de couverture essentiellement pour Wraith, mais c'est vraiment un très très grand, avec une illustration assez chouette qui se veut très impressionniste, on va dire, pour utiliser un gros mot. Donc Berlin by Night, c'est essentiellement ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire un by Night qui va récapituler la géographie de la ville, les différentes forces en faction, la politique, les coteries, et avec un scénario évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. C'est fait par James Amor, donc James Amor on l'avait déjà vu, je crois, sur... je sais plus, mais il me semble qu'il avait déjà bossé en V1, c'est quelqu'un qui est surtout un écrivain, il a fait beaucoup, énormément de novélisation, de films, quelques trucs de jeux vidéo. Il a fait pas mal de SF, qui n'est pas hyper connu, mais il a pu en faire des suites et des suites de séries. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné. Et malheureusement, il est décédé il y a 2 ans. Donc c'est toujours un peu le problème, c'est que la mémoire vive disparaît. Et on n'a plus grand-chose. Donc encore, ça disparaîtra bientôt, les doubles illustrations de... Je crois que sur toute la V2, on a encore des doubles pages faites par... faites par Tim Brooke, mais très rapidement on va perdre cela. Que dire, pas grand-chose. Donc on a toujours le teasing sur l'adaptation à GURPS qui va se réaliser dans pas très longtemps, qui est déjà en donc on est encore en 93. Il y a deux personnes qui ont été convoquées parce qu'à l'époque, donc Vampire a déjà commencé à tourner en Europe et dans d'autres pays. Donc on voit qu'il y a deux noms, Ingeborg Kellermoor et Franziska van Holst, qui sont probablement des gens qui vivent à Berlin ou en Allemagne, qui vont filer un coup de main pour justement rendre un peu le supplément plus crédible. Sachant que, alors je crois que j'en ai déjà parlé, mais vous n'êtes pas sans savoir que le réseau tissé par White Wolf avec des éditeurs et des joueurs d'autres pays va permettre la mise en place à un moment donné de suppléments locaux patentés par White Wolf. Je pense notamment donc Ludis qui fera World of Darkness France, Le Monde des Ténèbres France, que j'ai survolé quand j'étais gamin, mais les illustrations m'ont laissé de marbre et ça ne m'intéressait pas trop. Il y a deux suppléments allemands, donc il y a un sur Cologne, je crois, et un autre sur Vienne, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, hein, je dis peut-être des bêtises, mais en gros, il y a deux suppléments qui sont en langue allemande, et il y a un supplément, je crois, qui est en langue espagnole, et qui sont exclusifs à ces deux langues, qui maintenant s'arrachent un peu à prix d'or, enfin les gens recherchent, qui veulent faire le full set, comme on dit en jeu vidéo, donc avoir tous les livres de la collection de Vampire. J'ai jamais lu parce qu'ils sont sur internet. Hein, il y a un petit malin qui les a mis sur archive.net, archive.com, donc Internet Archive, qui est le grand site où on peut trouver plein de choses assez mystérieuses. Pas forcément légales, mais je crois qu'on est on est bien au-delà de la légalité pour l'instant. Donc, c'est rigolo, c'est qu'il y a eu des playtesters, donc ils ont quand même testé le scénario, ce qui me laisse un peu dubitatif, comme on va le voir. Donc Berlin by Night. Que vous dire, que vous dire, que vous dire. Berlin, chose un peu mignonne, exactement comme dans Wraith plus tard. Ce sera d'ailleurs une caractéristique essentielle de Wraith. La ville de Berlin, dans le monde vampirique, est en retard. Ce que ça veut dire, c'est qu'on joue en 93, le mur est tombé depuis 3 ans, la, la, la réunification a commencé dans la douleur, mais se fait. C'est pas le cas pour les vampires. Donc vous allez comprendre pourquoi. Je vous passe un petit peu le côté géographique qui n'est pas forcément très intéressant pour aborder sur l'histoire. Berlin est fondée au XIIe siècle. Petite ville par donc un humain qui s'appelle Albrecht l'ours. C'est pour ça que le symbole de Berlin, c'est un ours.
Et très rapidement, vous avez un ventru qui s'appelle Eric Eigerman qui arrive et qui commence en fait à se promener dans la région et de commencer à chasser. C'est là qu'il y a un humain qui s'appelle Karl Schreck, qui est un chasseur de vampires, qui le trouve et qui le tue. Il lui fout un pieu dans le cœur. Donc c'est l'illustration que vous voyez ici. Karl Schreck part, et commence à s'installer une suite de vampires suite à la mort d'Eric, notamment Ilse Reinegger, et d'autres vampires. Très vite, un autre ventru, un enfant de Ilse, donc là, celle qui était régente de Berlin, la trahit, la diablerise et prend le pouvoir sur Berlin. Ce type s'appelle Gustav Breidenstein, donc juste Gustave. Gustave devient sine qua non le maître de Berlin. Peu de temps après, l'Inquisition arrive et avec elle la Camarilla, et à ce moment-là, Gustave, pour cacher un petit peu le méfait qu'il a fait, rejoint la Camarilla et devient officiellement l'un des plus grands alliés dans la région de la Camarilla, en laissant notamment les Trémères de côté à Vienne. Tout se passe bien, sauf que, officieusement, Gustave est un autocrate, est un prince autocratique qui ferait pâlir Mithras. Il y par le sang tous ses enfants, il y par le sang potentiellement quasiment tous les autres primogènes de la ville. C'est une véritable horreur. Les seuls qui sont assez malins pour éviter ça, c'est comme d'habitude les Nosferatu, où le chef des Nosferatu, très rapidement, dit bah, pas besoin que tu me lis par le sang, je te donne toutes les infos que tu veux pour étendre ton influence. Donc ce qui ravit Gustave. Et il y a un de ses enfants qui s'appelle, je crois, c'est Willem, si je dis pas de bêtises. Je regarde, désolé. C'est Willem. Et Willem est un... En gros, Willem, c'est son enfant qui joue la comédie en disant oui, je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle, mais il a réussi à se débarrasser de son lien de sang. Pendant ce temps-là, finalement, ça se passe pas très bien avec les Trémères de Vienne. Et pour pallier un petit peu à la méthode, disons, brutale de Gustave, c'est-à-dire que si jamais il y avait un vampire qui venait sans respecter la règle de la présentation devant le prince, donc la tradition de l'hommage au prince, Gustave pulvérisait, détruisait le vampire ou faisait pire. Et une fois, donc, pour essayer un peu de stopper tout ça, donc généralement ce qui se passait, c'est qu'il les prenait, il les laissait dehors, et donc le lendemain, il y avait le soleil qui se passait, et il cramait. Donc un jour, les Trémères, qui sont installés depuis quelques siècles maintenant à Vienne, arrivent pour dire ça suffit. Ils envoient Karl Schreck, le justiciar Trémère. Et oui, a priori, Karl Schreck, le chasseur de vampires humains, qui a assassiné le créateur, entre parenthèses, vampirique de Berlin, et le Karl Schreck, qui est le justiciar Trémère, sont une seule et même personne. Le Gustave renvoie à pied Karl Schreck à Vienne, à travers la nuit, à travers le jour, à travers les lupins, ce qui fait que Karl Schreck a un très très mauvais souvenir. Et à partir de là, les Trémères se disent que bon, on va peut-être laisser couler et dire que Vienne, que Berlin, c'est un peu terrain incognita, mais lui, Karl Schreck, il n'oublie pas l'affront qui lui a été fait. S'ensuit donc la guerre de 30 ans, s'ensuit une guerre de succession dans l'Empire austro-hongrois qui fait qu'il y a parce que l'Autriche, malgré la présence des Trémères, est contrôlée essentiellement par les toréadors. Non, je dis des bêtises. Les toréadors sont à Paris, donc il y a une grande guerre qui se passe, qui aboutit jusqu'à l'arrivée de Napoléon, et c'est à ce moment-là que Gustave va pousser pour aider à la restauration, et qui ne va pas voir en sous-main que l'un de ses enfants, Willem en l'occurrence, est en train de préparer le terrain pour se séparer de lui et devenir complètement indépendant. Évidemment, Gustave va aider l'unification de la Prusse à devenir l'Allemagne. Il va essayer d'étreindre Bismarck sur son lit de mort pour qu'il devienne un de ses enfants. Bismarck va l'envoyer paître, ce qui évidemment va le rendre extrêmement... il va le dominer mentalement pour qu'il oublie cette rencontre. Gustave va être assez furibard. Et l'idée, c'est que, oui, il va assister. Il va donc, je crois que Bismarck, à la fin de la vie, va renoncer à son poste de chancelier. Et cet affront, en fait, en gros, l'homme de fer qui dirigeait la Prusse, va être Gustave, donc Wilhelm, l'enfant de Gustave, va s'arranger pour que le caractère, cette
cette espèce de petite... comment dire? Ce trait colérique de son cire soit connu de tous les autres vampires de Berlin pour qu'ils se rendent compte que finalement Gustave est trop autocratique pour être honnête et qu'il faut impérativement qu'il y a de bonnes idées pour que beaucoup de gens voient un autre prince à Berlin. Wilhelm va pousser ses pions à droite à gauche, notamment en s'attirant plus ou moins la faveur d'Ellison, qui est le chef des Nosferatu, pour enfin arriver donc sur la Première Guerre mondiale, où là on va commencer donc à avoir beaucoup de vampires vont commencer à disparaître, à se faire tuer. C'est notamment le moment où les Américains vont perdre le Lusitania qui possédait beaucoup, par la marine allemande. Ce qui à ce moment-là, il y a un truc terrible, c'est que dans le Lusitania, il y a essentiellement des Ravnos et des Brujas, ne me demandez pas pourquoi, qui vont pousser tous les vampires américains, et notamment la Camarilla, voire les indépendants, à lutter pour rentrer en guerre, ce qui va s'achever par la perte de la guerre, et donc la République de Weimar, et enfin évidemment l'arrivée en 1933 d'Adolf Hitler. On arrive sur le côté un peu touchy qui va parcourir ce supplément, qui est la présence des nazis, la présence des néo-nazis et la présence d'Hitler. Donc, Gustave est très content d'avoir un mec comme Hitler qui dirige l'Allemagne, savoir que l'Allemagne remonte. Évidemment, tout le monde n'est pas de cet avis-là, notamment Wilhelm, notamment les Ravnos, notamment tous les gens qui savent que ça va très mal se finir, et qui ne voient pas le délire de pureté ethnique et complètement fou, très classe, de la présence des nazis. Par contre, les vampires ne s'emmerdent pas à transformer pas mal de nazis en vampires, on va y revenir. Ça se finit donc à côté, il y a quand même une sorte de... pas forcément une résistance, mais il y a des gens qui sont opposés à ça. Notamment, il y a une alliance, il y a un gangrel qui décide de s'allier au Ghetto de Fenris, donc les enfants de Fenrir, donc des loups-garous, pour protéger la forêt noire et protéger tous les milieux naturels qui sont autour de Berlin. Lui est complètement en porte-à-faux de la cité vampirique et du règne de Gustave. Enfin, la guerre se termine, il y a des bombardements terribles sur Berlin qui provoquent la mort et la torpeur de bon nombre des vampires anciens qui étaient à la cause de Gustave. C'est là où la guerre froide commence, et c'est là où Wilhelm, en fait, fait son coup. Wilhelm décide de passer à Berlin-Ouest et de prendre le contrôle de Berlin-Ouest. La séparation avec le mur et quelques artifices magiques mis par nos amis Trémère font qu'il y a vraiment une séparation physique et un peu psychique entre les deux Berlin. Gustave est évidemment extrêmement vénère de la trahison de son enfant et va chercher tout ce qu'il peut pour le détruire, sauf que de l'autre côté, on se retrouve avec deux conseils de primogènes, un conseil de primogène fantoche qui sert Gustave, l'autocrate, et de l'autre Wilhelm, qui offre justement beaucoup plus de liberté dans Berlin-Ouest, un peu similaire à l'équivalent canaille/humain. Sauf que, évidemment, cette certaine liberté va attirer des Brujas, notamment un type qui s'appelle Dieter Kotlar, qui est, lui, un néo-nazi, qui va commencer à mener une opération côté Berlin-Ouest, beaucoup plus permissif, avec notamment des forces qui pensent comme lui. C'est là où on arrive dans un... Comme je disais, c'est Berlin by Night, c'est à la fois le pire et le meilleur de vampires, à savoir un côté, on va le voir, politicard qui est intéressant, avec plusieurs sous-couches millefeuilles. Donc rappelez-vous tout ce que je vous ai dit sur la fondation de la ville, sur Karl Schreck, ça va revenir. Et le pire, avec des néo-nazis, un quatrième Reich. Donc Dieter se fait, je vais faire un quatrième Reich. Il y a un autre vampire qui se retrouve être Heinrich Himmler, qui est très mère, qui va l'aider. Et ils vont commencer à ourdir la fondation d'un quatrième Reich en essayant de saper l'autorité notamment de Gustave et en sous-main aussi saper l'autorité de Wilhelm. S'ensuit donc une bataille de 50 ans entre les deux princes qui se finit avec la chute du mur, la résurrection d'Abba Yaga, donc toute la puissance de l'URSS qui était contenue avec les autres vampires, notamment les Brujas, disparaît du jour au lendemain, ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus aucun Bruja présent dans Berlin, qu'il n'y a plus de soutien des vieux vampires qui venaient de l'Est à Berlin, et donc on a essentiellement des très jeunes vampires qui ont été étreints après la Seconde Guerre mondiale, qui sont de facto deviennent les anciens de la ville, à l'exception de Gustave et Wilhelm, et d'un ou deux gros billes qui se cachent, et un paquet de monde qui a été détruit, ou plus ou moins en torpeur, suite à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, l'héritage d'Adolf Hitler. La géographie, donc c'est Bill Bridge qui fait l'illustration de pages. Je vais passer, c'est les différents districts entre Berlin-Est, Berlin-Ouest, donc Friedrichshagen.
Lichtenberg, vous avez la définition, donc on rappelle, hein, c'est Berlin-Ouest, Berlin-Est, on a Köpenick avec le Spree, deux aéroports qui sont présents, donc il y a TOEFL et l'autre je ne sais plus ce que c'était. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a une île au musée côté Berlin-Ouest, il y a des morceaux du mur qui restent, il y a pas mal de petites choses. C'est, moi j'ai vécu du côté de Köpenick, à Friedrichshagen, donc un peu plus loin, et je travaillais à Kreuzberg, hein, fut un temps. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est une ville qui est quand même assez grande, très étendue, et que même s'il n'y a plus de murs concrètement, le partage de la ville se fait encore entre l'autorité des deux princes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de partage physique, c'est-à-dire qu'il y a très bien, il y a des vampires enfin, il n'y a pas de frontières, il y a pas de garde et quoi que ce soit, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment deux cours. Il y a deux cours qui sont présentes de princes, il y a deux conseillers de primogènes. Certains primogènes sont présents dans les deux, jouent un peu sur les deux camps, mais l'essentiel, c'est que, en gros, les primogènes libres sont du côté ouest, les primogènes asservis à Gustave sont du côté est. La Camarilla préférait baquer Gustave, parce qu'en fait, ils s'en foutent, concrètement, enfin, en tant que pur cynisme, ils se fichent que les primogènes soient tous asservis à Gustave, mais ce qu'ils veulent, c'est que ça tourne et qu'il n'y ait pas d'insurrection. Le problème, justement, c'est que Wilhelm, qui est un prince plus cool, entre parenthèses, puisqu'il est plus cool, il laisse glisser les anarques, et surtout, qui dit anarque dit aussi potentiellement sabbat, comme on va le voir. Illustration pas hyper classieuse, ça, des croix gammées, vous allez en voir, hélas. Donc les districts de Berlin-Ouest. Le musée égyptien, on va en reparler. Kreuzberg, Köln. Donc il y a vraiment une... Bon, c'est comme d'hab, hein, il y a pas... C'est pas très intéressant. Enfin, on vous dit à chaque fois, bon bah voilà, c'est les ventrues qui contrôlent. Alors spoiler alerte, il y a une grande partie de la ville qui est contrôlée par les ventrues, qui ont une sorte d'hégémonie, qui s'expliquera plus tard. Il y a un petit peu de Trémer et il y a un paquet de Nosferatu. C'est l'une des seules villes où les Nosferatu peuvent quasiment sortir dans la rue en étant déguisés, parce qu'ils sont tellement utiles aux deux princes que depuis des siècles et des siècles, avant ils étaient très utiles à Gustave, maintenant aux deux princes, que tout le monde les laisse un petit peu faire leur popote, ce qui était un peu rare, notamment en Europe. Donc la frontière, les différents musées, les différents lieux assez importants, et les Elysium, donc il y a le Centre des Congrès, l'Europa Center, le Palais de Charlottenburg et l'église mémoriale de Wilhelm. Ensuite, on arrive aux vampires. Il y a à peu près une quarantaine de vampires dans la ville, donc c'est pas si gros que ça, hein. Faut pas oublier. Donc, les Brujas. Les Brujas sont des néo-nazis. Alors, on va faire simple. Donc, vous avez Dieter Kotlar qui a été étreint juste avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il pense que c'est super, il faut qu'on rétablisse le Quatrième Reich. Il a un d'humanité, il a étreint une jeune fille qui pense comme lui, c'est super. Et Stéphane Rutiger, alors c'est bizarre parce que je trouve qu'il est un peu... il n'est pas complètement caucasien, mais il est complètement à leur service, et lui aussi pense que c'est vraiment bien. Donc c'est génial, vous êtes Brujas, vous êtes néo-nazis. Ensuite, les Kétifs, on n'en parle pas. Les gangrels, comme je disais, donc Daryl Lutz, c'est un mec qui vit dans la Pampa, qui est un ancien en fait, c'est un kinfolk, donc c'était un humain qui avait le gène garou mais qui ne s'est pas activé, et qui est horrifié par le fait qu'il soit devenu gangrel, et qui a dit, bah, vous savez quoi, je suis peut-être vampire, mais je vais faire tout en sorte pour protéger les garous et la forêt. Donc en fait, il bosse avec les vampires de la forêt noire pour protéger et transformer tous les parcs et toute la nature autour de Berlin en tant que terre brûlée, enfin terre impossible, comment dire, zone hors limite pour tous les vampires de Berlin. Les Malkaviens, c'est compliqué parce que, ouais, les Malkaviens, c'est compliqué. Donc vous avez encore une fois, le chef des Malkaviens, pour aller vite, qui est très jeune, hein, ils sont de 65, a plusieurs personnalités, donc à la fois c'est Ozzy, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Du moins, il pense avoir été étreint par Dr Jekyll et Mr Hyde. Et bah, il est complètement dingue, il joue une sorte de rôle de maître de carnaval, et il joue sur tous les tableaux pour essayer de contrôler la ville. En tout cas, en tant que Malkavien. Il bosse avec une fille qui est complètement amnésique, et évidemment, il y a Hermann Göring. Alors, libre à vous de dire si c'est Hermann Göring ou pas. Le bouquin est ambigu sur le fait que c'est vraiment Hermann Göring, ou c'est un type qui a été manipulé mentalement, ou qui est fou et qui pense être Hermann Göring.
tout cas, il a un paquet de dérangements et enfin, c'est la grande classe, quoi. Les Nosferatu, donc comme je disais, Ellison, qui est le chef des Nosferatu concrètement, qui essaye de manier la chair et le joug, qui est plutôt un mec chillax, mais qui doit gérer les deux princes, et c'est assez compliqué, tout en préservant la puissance des Nosferatu sur la ville. Rasputin, alors, Rasputin c'est compliqué. Donc là, effectivement, l'idée c'est que c'est le Rasputin historique, qui n'est pas mort, qui a survécu et qui vit dans la ville, plus ou moins en exil de Baba Yaga. Ou peut-être que justement, il est au service de Baba Yaga, on ne sait pas. Le grand truc de Nosferatu, le grand truc de Rasputin, c'est que là on le voit une fois, mais vous le reverrez, on l'a déjà vu chez les Malkaviens, rappelez-vous dans le clan de Bouc, on le verra potentiellement chez les Garous en tant que coyote Garou, on le verra probablement dans... Enfin, le gimmick, si vous voulez, la blague récurrente, l'une des blagues récurrentes du Monde des Ténèbres, c'est que Rasputin a été réclamé par 5 ou 6 factions différentes. Et quand je dis factions, c'est des races différentes. Donc loup-garou, fantôme, vampire, ce qui fait que personne ne sait vraiment qui est Rasputin, et il a cette espèce de côté à la Loki, c'est vraiment le trickster god, donc espèce de personnage farceur qui assume plein d'identités différentes. Donc il ne faut pas trop se poser de questions sur ça. Donc une infante de Rasputin, russe, qui est aussi en exil, et Wolfgang, donc Wolfgang c'est différent, c'est un psychopathe qui est au service du sabbat et dont la seule passion c'est de pratiquer la diablerie. Donc il a monté une sorte de club de chasse pour dévorer, trouver enfin, et diableriser les anciens. Sauf que heureusement, fort heureusement, il n'y a plus beaucoup d'anciens présents dans la ville. Comme je disais, hein, vraiment l'essentiel dans la ville, c'est enfin, les Nosferatu, enfin, puisque les Ventrus gèrent un peu tout, finalement, à la place des anarques, on a essentiellement des meutes de Malkaviens et des meutes de Nosferatu qui rôdent dans la ville, ce qui est assez détonnant et très différent de ce qu'on peut avoir ailleurs. Les toréadors, donc on en a quelques-uns qui sont soit des compositeurs, soit des gens justement qui ont été juste étreints à la fin ou pendant la chute du Troisième Reich, qui sont évidemment des mecs très particuliers. Les Trémères donc, viennent à envoyer un jeune Magus qui dirige un peu la ville, enfin qui pense chapeauter la ville, sauf que évidemment, boum badaboum, Maxwell, donc le primogène, a étreint Himmler. Ouais, donc voilà. Donc c'est cool. Le chef de la Gestapo est un vampire, qui est Trémère, parce qu'il a mené toutes les opérations sur l'obsession surnaturelle du Troisième Reich, et en plus, il bosse pour le sabbat. Donc effectivement, Heinrich Himmler veut détruire la ville de l'intérieur, c'est lui officiellement qui dirige le sabbat, et c'est lui qui dirige le Quatrième Reich avec le Bruja et ceux qui veulent ramener un Reich de 1000 ans sur Terre. Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est même carrément dégueulasse. Ensuite, donc les Ventrus, donc on a Gustave qui est vraiment le type qui est là, qui a été l'infant Oni de l'une des fondatrices de la ville, qui veut préserver coûte que coûte toute son emprise sur la ville. Il a beaucoup de mal, mais c'est une brute absolue. À l'inverse, Wilhelm, qui est beaucoup plus cool et avenant et qui essaye, qui a à peine 2 siècles de moins que son maître, mais qui essaye un peu de gérer tout ça. À côté, on a une jeune vampire qui s'appelle Nicole, qui semble être sortie qui a vécu à Berlin, mais dont on ne sait pas grand-chose, qui est en fait, boum badaboum, une espionne pour son cirque, Jessica Moreau, qui est elle-même une espionne pour un justicard. Puisque, effectivement, la Camarilla n'a rien à dire, parce que techniquement, il y a 2 princes, certes, mais les traditions sont respectées, il n'y a pas de sabbat. Sauf que, rappelez-vous, je vous avais dit que Karl Schreck était devenu justicard, et que Karl Schreck n'avait pas du tout aimé la balade quand Gustave l'avait forcé à sortir cul nu et marcher sur des kilomètres et des kilomètres à travers les garous, les forêts, le soleil, pour rejoindre Vienne. Et bien il n'a pas oublié. Et il se trouve que Karl Schreck, il a embauché, il a fait un truc très malin, c'est qu'il a récupéré tous les gens un peu ambitieux qu'il connaissait, de différents clans, pour en faire des archons, et il a envoyé ces archons, ou les enfants de ces archons-là, pour faire tomber Gustave. Parce que officiellement, le cercle intérieur lui a dit non, mais on s'en fiche, tu passes à autre chose parce que tu es justicard. Et donc il cherche tous les moyens de revenir en ville et de pulvériser Gustave. Ce qui est plutôt cool. Donc sinon on a différentes personnes. Donc lui, Peter Kleist, c'est le garde du corps de Gustave.
qui je crois est contrôlé ou manipulé par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est des Sétiches, je crois que c'est répliqué après. Donc Katarina, qui est aussi une autre exilée, je crois, de Russie. Et enfin le sabbat, donc qui est pas ouf, quoi. Bon, encore une fois, donc, vous avez Heinrich Himmler et Wolfgang, dont on a parlé déjà, donc le Nosferatu diableriste et Heinrich Himmler qui contrôlent tout ça. Et on a une petite escouade classique du sabbat avec un Malkavi anti-tribu complètement fou, des diableristes, c'est pas le truc les plus intéressants, mais c'est essentiellement des Malkaviens avec une Timiché pour faire un peu plus propre quand même. Et le dernier truc un peu gimmick, c'est le. Dont on a l'enfant du marquis de Sade aussi, hein, qui est là, avant truc anti-tribu. Et un truc un peu gimmick, c'est dommage, ils en disent pas plus, mais on sait juste qu'il y a deux espèces de créatures étranges. On sait pas si c'est des vampires, on sait pas si c'est des démons, on sait pas ce que c'est, qui s'appellent les frères Grimm, qui ont une tête pas possible et qui se baladent et qui des fois parlent avec des vampires ou des humains, ils disparaissent et personne ne sait vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est des fées? C'est assez cool, j'aurais bien aimé en avoir plus, mais bon, voilà, ils ont déjà fait assez, je pense. Grande classe. Les coteries. Donc les coteries, comme on expliquait, donc on a d'un côté les primogènes de Berlin-Est, où ils sont tous essentiellement à la merci ou sous le contrôle de Gustave, sauf Ellison, qui tire évidemment son épingle du jeu, et Himmler, qui lui est en fait sabbat. Côté ouest, c'est beaucoup plus libre, même si évidemment tout le monde se tire un peu la bourre. Il y a Dieter notamment qui veut créer sa conspiration de Quatrième Reich. Le docteur Jekyll, donc le Otto, qui est à moitié fou, qui se fait passer pour son sire, Dr Jekyll, donc évidemment c'est le grand classique des Malkaviens qui ont plusieurs personnalités. Pas mal de choses. Le Final Reich, donc avec tous les néo-nazis et les psychopathes. Là, on ne le voit pas, mais il y a aussi une autre faction qui est pas mal, c'est les vrais primogènes. Donc c'est les primogènes qui ont vraiment du pouvoir à travers la ville, quelle que soit la faction et quelle que soit la cour. Donc c'est évidemment Ellison, Oz, donc le Malkavien, et Rasputin. Ensuite, on a le Hunting Party, dont ce que je parlais, c'est une troupe à la fois de Nosferatu et de Malkaviens qui passent leur temps à essayer de dévorer les pauvres, diableriser toutes les personnes sur lesquelles ils tombent. Évidemment, c'est une force armée du sabbat. Le sabbat, comme je disais, est extrêmement présent enfin, dans la ville, mais c'est le problème, c'est que la brouille qu'ont les deux princes devrait être mise de côté pour pulvériser le sabbat, parce que la ville peut être sur le point de tomber sous les ordres de l'épée de Caen. Les dormants, alors c'est là où on rajoute une couche, quand je vous parlais d'un millefeuille, c'est vraiment millefeuille. Les dormeurs, je vous ai dit que la ville avait été bombardée durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une partie des vieux vampires qui ont été détruits, mais surtout, rappelez-vous, la ville, elle n'a pas été fondée par Gustave, elle a été fondée par Ilse, et surtout, elle a été fondée par le premier vampire, qui s'est pris un coup de pieu par Karl Schreck, qui était Eric Hagerman. Eric Hagerman n'est pas mort, en fait, il est en torpeur. Rappelez-vous, si vous êtes un très très vieux vampire et que vous tombez en torpeur, c'est pas très grave, vous pouvez quand même manipuler les gens à distance. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des très 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 vieux vampires, donc un Toréador, une Bruja, une Osphée et un quatrième génération ventru, donc Eric Hagerman, qui manipulent les gens de leur clan pour qu'ils aient le plus de pouvoir possible. Donc c'est pour ça que les Nosferatu sont si puissants en ville, c'est parce qu'ils sont backés par une cinquième génération. Et à côté, l'essentiel, c'est que Melita, donc la Nosferatu, et Eric se tirent une guéguerre, justement. Ont pendant longtemps fait une guéguerre, et maintenant essayent plus ou moins de pousser pour virer Gustave et mettre sur le trône Willem. Ce qui explique aussi donc justement le charisme magique de l'enfance, qui explique comment il a réussi à ne pas être lié par le sang, ce qui explique beaucoup de choses. Mais ce qui est très cool, c'est que ça, en fait, cette coterie-là, vous pouvez la mettre de côté, ça change pas grand-chose, en fait. Mais c'est plutôt sympa. Donc les Watchers, donc les veilleurs, c'est Maxwell le Trémeur et Nicole l'Infant de Ventru, qui sont en fait au service de la Camarilla et qui bossent pour des archons, donc pour Karl Schreck et les Justiciars, et qui seront prêts à donner tous les renseignements possibles pour rouler sur tout le monde. Et enfin, donc la présence, j'en avais parlé, c'est les Garous et le Gangrel qui font un peu alliance commune. Les Malkaviens, ils n'ont pas vraiment de sens en fait, puisque c'est juste le objectif perçu, s'amuser. Véritable objectif, c'est prouver à tout le monde prouver à tous les autres clans qui sont complètement inutiles, s'assurer que la ville était un havre pour les Malkaviens et puis s'amuser. Bon, voilà, c'est super.
Donc le Straight Jacket Dancing Club of West Berlin, donc le club de danse de camisole de Berlin-Ouest, c'est pour faire des blagues, donc c'est des trucs de Malkavien. Donc après c'est par clan, donc les Nosferatu, vous avez compris, qui cherchent à se préserver et éviter d'être, enfin, et en fait aider l'arrivée de Baba Yaga, donc avec la disparition des Brujas, bah, les Nosferatu en profitent et aident aussi à avoir ce nouveau règne de Baba Yaga qui arrive, puisqu'il y a quand même pas mal de Russes qui sont présents, bah oui, chez Nosferatu. Donc les toréadors, c'est assez facile, ils veulent juste préserver les arts à Berlin, super. Et les Ventrus, c'est plus compliqué puisqu'ils ont le double objectif d'accumuler du pouvoir, mais surtout de décider quel prince ils veulent finalement dans la ville. La caravane, ça c'est nul, c'est des Ravnos. Chaque fois qu'il y a des Ravnos qui s'y passent, ils ont une caravane, une roulotte, enfin c'est débile. Et bon, les influences diverses de la Camarilla et des autres villes. Le scénario, ah bah voilà ce qu'on voulait, ça faisait longtemps. Alors le scénario, ça part d'une très bonne idée, et ça se casse la gueule royalement, mais ça vous commencez à avoir l'habitude. L'ascension de Cain, comment vous dire? Les PJ, et plein d'autres, à travers le monde, commencent à avoir des visions avec des serpents, avec le Dark Father, donc avec Cain, avec un Ankh. L'Ankh, on rappelle, hein, c'est le symbole des vampires, enfin des Kindred. Et ils sont tous attirés vers Berlin. Vos PJ arrivent, pareil, hein, ils tombent sur des Ravnos, qui leur disent « Ah ouais, mais machin, on cherche quelque chose qu'on a perdu, donc c'est la caravane Ravnos. » J'avance un petit peu, et la caravane Ravnos leur dit « On a perdu quelque chose, il faut impérativement qu'on aille à Berlin, et aidez-nous à le retrouver. » Donc notamment, il y a une méga gros bill, 8e génération Ravnos, qui dit « J'ai perdu quelque chose, il faut le retrouver. » Au fait, au passage, quand vous passez dans la caravane des Ravnos, ils vous volent votre montre ou votre carte bleue, enfin bref, c'est... Bref. Et en fait, Natalia, donc la chef de la caravane des Ravnos, recherche son amant, qui a disparu, qui est un très vieux vampire, qui a disparu dans l'Usitania durant la fin de la Première Guerre mondiale. Les PJ arrivent pour une raison X ou Y, motivés par le scénario, à Berlin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a un Cain. Cain est à Berlin. Et c'est lui qui a appelé par les prémonitions, les rêves, tous les vampires aux alentours pour arriver à Berlin. Ce qui fait que la ville double de population. On passe de 40 à 70 vampires, et il y en a plus qui arrivent chaque jour, ce qui crée une panique terrible chez les deux princes. Mais il y a effectivement les PJ rencontrent ce Cain, un peu comme dans les Guerriers de la Nuit, donc The Warriors de Walter Hill. Il y a ce mec extrêmement charismatique qui commence à faire une assemblée devant tout le monde. Il a à son service deux ghouls qui sont extrêmement vieilles, qui ont été étreints avant Jésus-Christ, et il semble que tous les signes laissent à penser que c'est le vrai Cain. Mais évidemment, la question c'est comment ça peut être Cain. C'est forcément un menteur. On ne vous donne pas ses stats, mais il y a toujours un peu cette idée de sur quel pied on danse. Donc finalement, pom pom pom, comment dire, pom pom pom, le loulou, vos petits joueurs se baladent, et en fait, il y a déjà des gens qui ont été convertis à la cause de Cain, mais il y a aussi des gens qui jouent sur les deux tableaux, notamment donc la Hunting Party, le club de chasse. Donc rappelez-vous, les diableristes de Berlin ont dit oui, monseigneur, on aime Cain. Ils ont récupéré le sang de, enfin, ils ont accepté de prendre du sang de Cain, ce qui les a rendus beaucoup plus puissants, et ils commencent à one-shotter tout le monde. Ce qui fait que vos joueurs tombent face à cette coterie-là, et là on se dit catastrophe, c'est la fin parce qu'ils sont vachement balèzes, ils ont été boostés par le sang de Cain. Et là, pouf pouf mystère, que se passe-t-il? Et oui, vous avez Karl Schreck qui arrive, donc le justicard, qui vient parce qu'il a été mandaté par la Camarilla pour voir qu'est-ce que c'était ce bazar. Donc bon, c'est une brute, quoi. Il a de l'humanité, mais il a des disciplines à 8, thaumaturgie il a 8, il a tous les pouvoirs. Il a ses archons avec lui. Donc c'est rigolo, il a Yann Carfax avec lui comme archon. Et si vous connaissez un petit peu le métaplot, pour aller vite, pour l'évolution de l'Empire, Yann Carfax, quand Karl Schreck sera déposé ou disparaîtra ou mourra, on ne sait pas trop, c'est vous qui choisissez, c'est lui qui deviendra le nouveau justicard Tremere. Et donc, Karl Schreck arrive, il dit bon, vous dégagez les nazes. Ils disent ouais, enfin il dit aux joueurs faites attention et tout. Je pense que Cain n'est pas le vrai Cain. Et il les laisse un peu, voilà, il est assez cool hein, pour les PJ. En gros, il est là pour vous aider au cas où. Et dans les justiciaires, enfin les archons qu'il a à son service, sont tous de clans différents. Notamment, il a réussi à lier par le sang, excusez-moi du peu, un sétite. C'est plutôt pas mal. Les joueurs sont un peu paumés et encouragés par Karl Schreck, encouragés éventuellement par les deux princes.
On leur demande de pousser leur enquête sur cette origine de Cain et qui il peut être, tout en voyant la ville exploser par la population qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Ils assistent à nouveau à une nouvelle déclaration de Cain, où il y a un Malkavien, Pouf Pouf Mystère, qui arrive de l'Assemblée, qui dit « Oh, mais t'es pas le vrai Cain !» Donc Cain, à ce moment-là, le prend et le déchire en deux. Donc on vous dit, de toute façon, il a 10 dans toutes les disciplines, donc allez-y. Et les joueurs se disent « Ouais, mais c'est quand même très très bizarre. Il y a des choses un petit peu et ils s'aperçoivent que le Malkavien qui a parlé a été dominé mentalement par l'un des princes, donc Gustave, pour tester ce faux Cain, pour savoir qui il est. En suivant Cain, oh oh, que se passe-t-il? Ils s'aperçoivent que Cain a tendance à aller au musée d'Égypte, enfin au musée égyptien à Berlin-Ouest, donc c'est sur l'île au musée, c'est un très très beau musée, c'est de bons souvenirs. Et là, évidemment, vous vous demandez, vous dites ce qui se passe. Dans le musée, il y a des cétites. Alors vous rentrez dans le musée, il y a des pièges, poup, 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 automatiquement qui sont de difficulté 12 000. Si vous ratez votre jet de dextérité sécurité. Et là, il y a des cobras qui tombent. Des cobras qui tombent. S'ils sont les gardes, donc vous dites, ouais, c'est bon, c'est des cobras. Sauf que les cobras, en fait, ils sont infusés, les ghouls, donc les Nosferatu sont en PLS, qui ont été infusés avec la goule de Nefertiti, qui est une très très vieille cétite, qui ont la capacité, donc déjà c'est des cobras ghouls qui peuvent prendre forme humanoïde. Donc j'ai l'impression de regarder le dessin animé de mon enfance qui était Conan l'aventurier, où Conan passait son temps à défoncer des hommes serpents de Stygie. Donc vous avez potentiellement des cobras qui font 3 mètres de haut, qui se transforment en mec humanoïde serpentoïde, à qui vous cassez la gueule. Si vous arrivez à défoncer les serpents, sur quoi vous tombez? Vous tombez, allez-y tant qu'à faire, vous tombez sur sa tête, l'assombrisseur de la Terre, qui est en fait une Bane momie. Donc on rappelle les Bane momies, alors c'est là où ça devient très drôle. Si vous ne connaissez pas, il y a un jeu qui s'appelle Momie, donc il y a un jeu spin-off du Monde des Ténèbres, où on joue des immortels qui ont subi un rituel par Isis et qui sont au service d'Osiris, des gentils, en gros, du Monde des Ténèbres égyptien, et qui luttent contre Seth et surtout contre Apophis, qui est en fait le mal, le ver, ce que vous voulez, qui a manipulé Seth, en fait, tout ça. Sauf que Seth s'est dit, oh putain, ça craint, il faut absolument que j'arrive à copier. Moi aussi, j'aimerais bien avoir mes immortels, sauf qu'il est un peu con. Et donc, le rituel qu'il va essayer de copier, il va mal le faire, donc il va faire le rituel d'Isis, mais mal. Et donc, il va transformer, il va créer quelques momies, mais qui sont foirées, qui sont complètement pétées, qu'on appelle les Bane momies, donc les momies du fléau. Et parmi elles, donc, vous avez une Bane momie qui va se battre contre vous. Donc, évidemment, les momies, certes, sont humaines. En fait, le principe, c'est que vous pouvez la tuer, et elle reviendra dans 300 ans. Enfin, elle reviendra dans 100 ans parce qu'elle va faire un. C'est comme dans le Monopoly. Vous tuez la momie, hop hop hop, elle passe par la prison sans toucher les 20 000 euros. Elle passe, je sais pas, 3 ans, 10 ans dans le monde des fantômes, donc en Stygie, enfin dans le monde égyptien, dans le monde des ombres, et hop là, elle revient réincarnée, et c'est reparti pour un tour. Le grand truc, c'est qu'ils ont ils ont des propriétés magiques, ils ont une sorte de thaumaturgie à eux, qui est l'alchimie, qui est extrêmement puissante. Ils ont notamment la capacité d'ouvrir la bouche et de faire des rayons lumineux, ce qui est un peu chiant face aux vampires. Donc bref, vous êtes tapé les cobras, qui sont là, sous forme humaine, vous êtes tapé la Bane momie, potentiellement, et vous avez les Cétites derrière, avec Nefertiti, qui est une 4ème génération. Donc autant qu'à faire, on va y aller. Elle a 0 d'humanité, elle a tout serpentis, elle a tout ce qu'il faut. Donc techniquement, vous ne pouvez pas gagner. Et c'est marqué, si le groupe de joueurs gagne, quoi? Il n'y aura pas de... Enfin, le scénario ne peut pas avancer. Donc déplacez-vous, changez, décalez-vous, et passez le dialogue suivant, et on passe à la suite. Et donc, très belle illustration de KMG. J'aime beaucoup en fait toute l'utilisation des courbes avec des motifs c'est vraiment très très bien. C'est peut-être probablement une des meilleures illustrations qu'il ait faites. Donc Nefertiti qui vous a empalé, vous a mis un pied dans le cœur, dit et tout, parce qu'elle a forcément un ego démesuré. Mon pan diabolique, j'ai pris un ancien très très vieux Ravnos qui était dans le Lusitania. Je l'ai tiré de là, je lui ai lavé le cerveau, je lui ai mis une amulette magique qui augmente sa chemistry de 8 à 10. Et donc maintenant, il est tellement puissant en chemistry, donc la discipline des Ravnos d'illusion, que tout le monde croit que c'est qu'un. Et quand il sera suffisamment puissant, il va créer sa propre faction, il va détruire le Sabbat et la Camarilla, et ainsi, tous ses suivants serviront les Sétites au bon moment. Ouais. Bref, donc elle finit par se barrer, et au moment où vous allez sûrement vous faire torturer à mort par les Sétites, pouf pouf mystère, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, l'archonte qui est au service de Karl Schreck, qui est Sétite, mais qui est lié par le sang, à Karl Schreck, arrive et dit « Oh là là, ça craint, mon clan, ils sont vraiment très très méchants, mais je vais quand même vous libérer parce que vous êtes au service de Karl Schreck. » Vous vous barrez.
Donc vous barrez, et là l'idée c'est d'aller trouver tous les alliés que vous pouvez pour dire non mais vous savez, Cain il est pas sympa, faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est ces salauds de ces titres qui sont derrière tout ça. Et donc potentiellement c'est là où vous devez aller voir Gustave et Willem et dire mais en fait il faut que vous vous alliez parce qu'il y a des méchants qui sont encore plus méchants que vous, ils essaient de vous manipuler, donc et puis ça se finit par une grosse baston. Donc vous allez au musée égyptien avec potentiellement tous les trucs de choc de Gustave, de Willem, Karl Schreck, tous ses petits potes, et c'est la grosse bagarre. Et vous one-shotez, avec un peu de chance, vous défoncez donc Anklaotep, qui est le pauvre, en fait, le pauvre, pauvre Avnos qui a rien demandé, qui s'est fait laver le cerveau, qui est quand même 5e génération, donc ça va, il est assez costaud. Et avec un peu de chance, vous arrivez à l'intercepter, vous le paralysez, Karl Schreck lui retire son amulette mystique pour qu'il soit un peu plus moins balèze. Il peut retourner vers sa copine, tout le monde est content. Et Karl Schreck vous garde à son service ou essaye justement de finir le job avec Gustave. Donc c'est vous qui choisissez un petit peu, vous êtes un peu les juges de paix selon avec qui vous alliez, sachant que la pire alliance que vous pouvez faire, c'est avec le faux Cain. Si vous n'avez pas compris, vous faites berner. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas terrible, comme d'hab, mais vous commencez à avoir l'habitude. Non, c'est con parce que l'idée du faux Cain est vraiment bien. C'est très malin, le fait que ce soit un vieux Ravnos qui justement est un expert en chemistry, en illusion. Il y a vraiment un truc, mais le coup de ha ha ha, on est les Sétites, on vous a manipulé. Vous tombez sur. Enfin, entre les cobras géants, Nefertiti qui est 4e génération, la Bane Mummy, Karl Schreck et toute sa clique de méga balèzes, de super archontes, Power Rangers, enfin, ouais, c'est toujours pareil, quoi. Je sais pas pourquoi il s'évertue. Pourquoi est-ce que des mecs qui arrivent à faire des éléments de coterie intéressants, des intrigues politiques assez étendues, où vous pouvez y avoir à manger, bon, on laisse de côté le côté croix gammée, edgy, enfin, nazi, 4e Reich. Au-delà de ça, c'est pas mal. Il y a vraiment un millefeuille ou comme Chicago by Night, vous pouvez prendre un peu les aspects qui vous intéressent. Peut-être que vous êtes plus intéressé par les Nosferatu qui essaient d'ouvrir la voie à Baba Yaga. Peut-être que vous êtes plus intéressé avec le conflit entre les deux princes. Peut-être que j'en sais rien. Ça marche nickel. Et tout ce qu'il faudrait en fait, c'est virer le scénar et mettre, je sais pas, des accroches ou juste des bribes quoi, qui pourraient qui iraient étendre les idées d'histoire liées aux coteries. Ce serait juste ça qu'il faut faire. En gros, le coterie, il faudrait qu'il fasse le double de pages et que la moitié du chapitre sur les coteries soit réservée à des accroches avec juste une intrigue squelettique de, voilà, je sais pas, je n'importe quoi, le primogène Nosferatu vous demande de l'aider à comprendre s'il y a une conspiration par rapport à Baba Yaga parce qu'il a plus confiance en Rasputin et son infante, j'en sais rien, enfin, mais pas ça, quoi, ça c'est... Parce qu'on vous dit oui, c'est un scénario pour vous introduire au monde de Berlin, tu parles mec, c'est quoi le rapport? On vous dit, pouf pouf mystère, il y a un fauquin qui arrive, il y a tous les gros billes de tout partout qui arrivent, et en plus, par l'introduction, mais on se retrouve avec des sétites qui n'ont pas été introduits dans le scénar, qui sont méga gros billes 4e génération, c'est nawak, quoi, c'est nawak. Et donc, on finit avec toujours un petit peu le teasing sur Wraith qui sort l'année prochaine, qui a déjà été teasé dans le livre de notes, donc je ne l'ai pas là, il faut que je fasse la vidéo, sur le livre de Nod où à un moment Cain parle des autres factions et il dit j'ai été sur une île qui s'appelle Astygie avec des passeurs, il y avait une grande cité, donc c'est un peu le teasing sur Wraith le Néant, qui est un très très beau jeu, sur le monde des fantômes. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur Berlin by Night. C'est compliqué, c'est toujours pareil, c'est la désagréable impression. Alors le problème c'est que non seulement c'est comme d'hab, le côté univers est sympa, un peu cliché, c'est un peu mignon, quoi, le coup des deux cités, des deux princes. Mais l'aspect scénario est dégueulasse. Mais là, le vrai problème pour moi, c'est que, comme je disais, c'est toute la sous-couche avec les nazis, toute la sous-couche avec Himmler, avec. C'est. Ouais, c'est pas. Enfin, maintenant, peut-être que bon, c'est aussi une certaine époque, parce qu'il y avait cette idée de la résurgence des néo-nazis à une certaine époque, avec l'espèce de croix gammée qui brûlait dans la forêt. Enfin, je me souviens, j'ai vu cette image à la télé, c'était assez impressionnant. Les néo-nazis avaient brûlé un truc dans une forêt, ça faisait une sorte de croix gammée qu'on voyait du ciel. Enfin, il y a des choses comme ça où, évidemment, c'est très associé à une certaine iconographie de Berlin à une époque donnée, mais. Et pourtant, je suis pas comme ça. En général, je suis plutôt sur un mode. Il faut replacer les choses dans leur contexte. J'en sais rien, dire bah voilà que Jules Verne il était anti-Dreyfusard, que. Enfin,
Mais là, ouais, j'ai du mal. Je trouve que c'est. Même en 93, c'est bourrin. En fait, je trouve ça bourrin. Je trouve ça très très bourrin pour pas grand-chose. Là où, par exemple, même le supplément Shoah qui sera fait pour Wraith sera incroyablement bien documenté, incroyablement intelligent, malgré le côté débile et choquant même du propos. Et là, c'est pas le cas, quoi. Là, c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment très embêtant de se parler de cet aspect du supplément parce que autant ça peut faire sens au niveau de la création des personnes, des PNJ présents, des vampires dans Berlin, puisque oui, effectivement, si la majorité des vampires qui sont morts de la Seconde Guerre mondiale étaient des vieux vampires et qu'il ne reste que les jeunes vampires qui ont été étreints juste avant la guerre, il y a de fortes chances que la majorité d'entre eux aient été affiliés au parti nazi ou autre. Mais du coup, quid de l'autre côté? C'est-à-dire qu'il y a. Enfin, quid des efforts? J'en sais rien. Bah, par exemple, on parle des Ravnos, mais pourquoi est-ce que les Ravnos n'ont pas essayé d'assister, notamment avec toutes les morts qu'ils ont eues de leur côté, ce qui est un thème assez important en plus dans leur clan de book? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas aidé à pousser justement une sorte de purge ou de guerre secrète contre les nazis qui seraient restés à Berlin? Pourquoi est-ce que. Enfin, justement, est-ce que Karl Schreck aurait pu être assez intelligent pour dire, bah justement, je veux détruire Gustave, je sais qu'il y a il y a plein de nazis qui traînent, je sais que je peux plus ou moins essayer de manipuler l'opinion, enfin les humains, hein, pas les vampires parce qu'ils s'en foutent en général, mais manipuler les humains pour essayer comment dire, de faire tomber ces groupuscules néo-nazis et donc en profiter pour justifier mon action sur la ville parce que ça crée du, euh, ça crée justement des manifestations et potentiellement du grabuge parmi les humains, donc ça met en danger les traditions. Enfin, je suis pas scénariste encore une fois, mais je trouve ça très. Enfin, quand vous commencez, c'est le problème de Vampire, c'est que quand vous commencez, autant pour dire, ok, il y a le Bruget, il est néo-nazi, bon, ok, je m'en fous, mais quand vous commencez à balancer sur la table des gens qui ont existé et dire, bon, en fait, c'est des vampires, et ça, c'est un gros. Enfin, pour moi, c'est un problème qui est assez présent au début. On a vu Al Capone. On en verra d'autres, hein, des gens qui ont été transformés en vampires, qui étaient des personnages historiques. Mais l'idée, c'est toujours pour moi les vampires qui sont étreints. Et ça, c'est une règle qui devient assez importante, qui est déjà importante, hein. En plus, c'est rigolo parce que c'est ce qu'il disait dans le supplément du MJ dans la première édition. Donc, ils suivent pas un peu enfin, ils suivent pas tout le temps leurs propres règles, c'est normal, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais on est une sous coupable. C'est l'idée que les vampires qui sont étreints sont jamais des personnages importants, c'est jamais des rois, c'est jamais des empereurs, c'est jamais des princes, c'est justement des gens, des serviteurs de l'ombre. Et ça serait plus pertinent, par exemple, je dis n'importe quoi, que ce soit Machiavel qui soit étreint, ou des gens qui sont pas vraiment sur le bord de la scène, qui ont pu être influents, mais dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Et comme ça, vous avez un peu les mains libres. Vous prenez juste un nom d'un mec qui est cité dans un ou deux bouquins, un peu comme dans la série Rome, ou dans la guerre des Gaules, Titus Pullo et Lucius Vorenus sont des gens qui sont cités, mais c'est sur eux que repose l'histoire de la série, mais pas forcément sur César. C'est-à-dire que les événements temporels se déroulent, mais finalement, c'est quand même s'il y a Brutus, même s'il y a même s'il y a César, le principe de l'histoire, enfin le cœur de l'histoire se basait sur l'histoire de ces deux légionnaires-là, leur amitié, et j'en passe. Et je pense que ça aurait été la bonne approche, et je trouve que c'est un peu, surtout dès qu'on touche au nazisme, quoi, c'est un peu bourrin, et ce sera pas la dernière fois qu'ils feront des écueils, enfin je veux dire, et encore là ça se tient, mais ironiquement, pour moi ils feront encore pire avec la V5, avec le traitement de la Tchétchénie dans la V5 qui a été un casse-gueule pas possible. Et autant, généralement, je suis pas très. Comment dire? Je suis pas du genre à suivre les vindictes sur les Reddit, sur les Twitter, les machins, les trucs. Autant là, je trouve que c'était vraiment bourrin. Ils avaient associé le pogrom et la chasse des homosexuels et des minorités ethniques et sexuelles présentes en Tchétchénie avec le fait qu'en gros les vampires laissaient faire et qu'ils allaient dans ce sens-là. Et c'était pas très malin, puis ça sortait de nulle part. Enfin, on se dit mais pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi le. Et c'est même pas sur une ambiguïté de morale, ou justement, ça je trouvais ça plutôt pas déconnant quand vous lisez les histoires sur la Camarilla et tout, ils disent bah en fait durant la Camarilla, durant la Seconde Guerre mondiale, les vampires ont essentiellement baqué le nazisme parce que ça leur permettait d'avoir des camps de concentration, ça leur permettait d'avoir des ghettos pour se nourrir plus facilement. Et là, dans la perspective, oui, effectivement, de prédateurs, je trouve que ça pouvait passer. Mais sur la persécution des minorités sexuelles en Tchétchénie,
pourquoi, quoi, tu vois, je comprends, enfin bref. Je vais m'arrêter là parce que il y aurait beaucoup de choses à dire et je suis sûr que beaucoup de gens le feraient beaucoup mieux que moi. Et je pense que ça vaut mieux que qu'on arrête les frais. Donc voilà, en tout cas, c'était Berlin by Night, qui est un autre, qui est le premier by Night hors des États-Unis. Donc c'est un peu un coup d'essai, c'est un test, ça marche un petit peu, mais pas trop. Je trouve qu'après, ça sera. Par exemple, j'ai un très bon souvenir de Cairo by Night, donc le Caire de nuit, qui sera fait par Lucien Soulbarn, qui lui est originaire, je crois, d'Arabie Saoudite, et qui accessoirement a écrit Orpheus, donc qui était un bouquin propre. Il y a pas mal de. C'est rigolo parce qu'après, beaucoup de by Night qui seront hors des États-Unis, alors des fois dans le Dark Ages, sont pas dégueulasses. Le Hong Kong by Night était bien, de mon souvenir. Le Constantinople by Night, Jérusalem by Night, bon, c'est du médiéval, mais ils sont très très bien. London by Night aussi, donc pour Victorian Age est chouette, donc je sais pas, c'est comme ça, c'est un galop d'essai, enfin, ils essuient un peu les plâtres. Voilà, donc en tout cas c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Allez, salut!